Merci. Ben, je vais centrer quand même, je suis député fédéral, mon exposé sur la Belgique. Et quelque part, l'idée, c'est de vous donner les différents axes de la justice fiscale. Les différents axes de la justice fiscale telles qu'elles se mènent par ce gouvernement, mais on peut dire par les gouvernements précédents et par les gouvernements des autres pays, parce qu'il y a vraiment une tendance générale qui est assez uniforme. On va dire que tous les pays vont dans le même sens et c'est pas le bon sens. Premier axe, c'est mais il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc, comme je passe en dernier, forcément, je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Je vais essayer d'être plus court sur ces points-là. Mais donc, premier axe, c'est la progressivité de l'impôt et la globalisation de l'impôt, ou plutôt le fait d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire de détricoter cette notion de progressivité de l'impôt. Donc, progressivité de l'impôt, François vous l'a dit, plus un revenu est élevé, plus on le taxe à un taux important. Eh bien, le tax shift, c'est exactement détricoter, c'est exactement l'inverse, c'est détricoter la progressivité de l'impôt. Donc, on diminue les taxes qui sont plus ou moins progressives, comme l'impôt des personnes physiques, puisque le tax shift, c'est ça, le tax shift, c'est un transfert d'impôt sur un autre. Et donc, on diminue le rendement de l'impôt des personnes physiques et on augmente les taxes indirectes comme la TVA ou les accises. Et bien voilà, donc ce qu'on fait, c'est diminuer le rendement d'un impôt progressif qui est l'impôt des personnes physiques et augmenter la TVA et les accises qui sont des impôts qui ne sont pas du tout progressifs, qui sont même régressifs selon la manière dont on le voit. Voilà, donc ça c'est le tax shift. Le tax shift qui se fait au nom de la compétitivité. Donc la compétitivité, c'est quoi? C'est un mot poli, voire scientifique, pour dire qu'on prend dans la poche des travailleurs et qu'on donne au patron, qu'on prend dans la poche des travailleurs, qu'on met dans les caisses des patrons. Ça c'est la compétitivité. Pour moi, la compétitivité, c'est la justification d'un transfert de revenus du travail vers le capital. Mais effectivement, c'est l'argument clé de bon nombre de politiques libérales qu'on nous impose depuis des années. Et donc, parce que voilà, la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas les salaires bruts? Ça, le véritable enjeu, quand on parle d'augmentation de salaire, c'est d'augmenter les salaires bruts, parce que si on augmente le salaire net, comme on dit qu'on nous le fait avec l'impôt des personnes physiques, à travers le tax shift, eh bien c'est en fait une manière de prendre la part indirecte de votre revenu. Parce que vous savez, dans la comptabilité d'une entreprise, c'est clair, il y a le poste 62, c'est tout ce qui est charge salariale, donc c'est tout ce que coûtent les travailleurs. Et là-dedans, en matière de comptabilité, là, ils ne font pas de distinction. Tout ça, que ce soit les cotisations sociales et tout, c'est le salaire des travailleurs. Donc la comptabilité des entreprises, quelque part, elle est plus objective que le discours patronal qu'on nous fait. Donc, augmentation de la TVA, des accises, donc des impôts foncièrement injustes. Et alors, autre mesure de tax shift, c'est augmenter le précompte mobilier. Donc le précompte mobilier, c'est ce qu'on paye sur les revenus financiers. Et donc là, le gouvernement peut dire, on s'en est pris au capital. Et d'ailleurs, ce gouvernement n'a rien inventé, parce que le gouvernement précédent, c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les partis qui étaient dans le gouvernement précédent et qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils sont un peu mal placés, parce qu'eux-mêmes avaient augmenté le taux du précompte mobilier, donc ils sont mal placés pour attaquer aujourd'hui une nouvelle hausse de ce précompte mobilier. Alors, il était passé de 15 à 25% dans le gouvernement des groupes, maintenant il passe de 25 à 27%, mais effectivement, la notion de globalisation et de progressivité est totalement absente, puisque quelqu'un qui a un petit revenu, qui a quelques revenus financiers, il va payer le même taux que quelqu'un qui a des hauts revenus financiers. Et encore, un Albert Frère, il ne paye même pas de précompte mobilier parce qu'il laisse toute sa richesse s'accumule dans des sociétés, et entre les filiales d'un même groupe, il n'y a pas de précompte mobilier qui est retenu. Et
donc en fait, quand on augmente le précompte mobilier, des gens comme Albert Frère ne payent pas 1 euro d'impôt en plus. Voilà, ça c'est donc cette attaque massive et attaque européenne, parce que dans la presse aujourd'hui ou hier, on lit encore un rapport européen où on dit le taux d'imposition, la masse des impôts en Belgique est très, très élevée. Elle est très élevée. C'est vrai qu'il y a encore quelques pays où elle est encore plus élevée, mais là, c'est une bonne fiscalité parce que les impôts indirects sont importants, alors qu'en Belgique, les impôts indirects sont trop importants, trop peu importants. Donc voilà, malgré le tax shift, on nous dit, l'Europe nous dit, il faut encore continuer dans ce sens-là, encore réduire la progressivité de l'impôt, encore plus qu'on l'a fait jusqu'ici. Deuxième élément qu'on retrouve dans ce tax shift, c'est le définancement. Donc, deuxième axe de l'injustice fiscale, c'est le définancement de la sécurité sociale. Ça fait depuis le plan global, on a cessé d'augmenter les cadeaux de réduction de charges patronales, comme on les appelle injustement. On atteint aujourd'hui 7 milliards de cadeaux aux dépens de la sécurité sociale, et le tax shift va encore augmenter de 2 milliards ces cadeaux qui sont faits aux employeurs, toujours au nom de la compétitivité. Et alors on nous dit il faut travailler plus longtemps parce que les caisses de la Sécu n'arrivent plus à financer les pensions, mais c'est ce même gouvernement qui retire 2 milliards des caisses de la Sécu. Donc, il faut essayer de comprendre. Troisième axe de cette injustice fiscale, c'est l'absence de taxation du patrimoine, en tout cas sous forme d'un impôt sur la fortune. C'est vrai qu'au PTB, on appelle ça taxe des millionnaires parce que l'idée, c'est de dire non, vous n'êtes pas riche, parce que souvent c'est l'idée, si on taxe les riches, en fait, toi, tu es plutôt riche, donc tu vas payer, tout le monde va payer. Non, on dit taxe des millionnaires, on a choisi ce nom-là pour être clair, c'est les millionnaires qui payent, mais effectivement, c'est le même principe que l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF en France, avec peut-être moins d'exonération et des taux différents. Bon, ça, c'est les aspects techniques, on peut revenir si vous voulez, mais l'idée, quelque part, et c'est une réponse, je pense, à ce que Bart de Wever a dit récemment. Il a dit, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il a dit, si on me montre qu'il y a moyen de taxer le 1% le plus riche en Belgique, eh bien moi je suis preneur, je signe à deux mains. Il a dit ça, mais il a rajouté évidemment, mais c'est impossible. Eh bien, une taxe des millionnaires ou un impôt sur la fortune, c'est précisément le type d'impôt qui permet de cibler précisément qui on veut et combien de personnes on veut toucher. Et par exemple, la taxe des millionnaires, j'ai calculé que ça touchait les 3% les plus riches, mais en fait 90% de cette taxe toucherait le 1% le plus riche. Donc ça montre qu'il y a moyen vraiment de cibler très précisément qui et combien de personnes on veut toucher. Donc exactement une réponse au souhait de Bart de Wever. On sait que ce n'est que... Voilà, on est prêt à faire le jeu de Bart de Wever. Voilà. Bon, évidemment, la place, ce qui est clair, c'est que le gouvernement ne fait pas ça, et voilà, à la place, il met quelques mesures symboliques qui, soi-disant, touchent le capital, mais évidemment, c'est pour l'essentiel les travailleurs et les allocataires sociaux, parce que malades, pensionnés, etc., sont particulièrement touchés par ce gouvernement. Quatrième axe, c'est le maintien, voire l'extension des niches à l'impôt des sociétés. Donc on sait, le PTB a publié suffisamment d'études pour montrer ces grandes sociétés qui ne payent pas d'impôt, l'impôt des sociétés. Et bien dans l'accord du gouvernement, il est mis, surtout ne touchons pas à l'impôt des sociétés parce que les sociétés ont besoin de stabilité. Les travailleurs n'ont pas besoin de stabilité, les pensionnés n'ont pas besoin de stabilité, les malades pas besoin, les chômeurs pas besoin de stabilité, mais les sociétés, ça, elles ont besoin de stabilité. Donc pour le gouvernement, il ne faut surtout pas toucher à toutes ces mesures comme les intérêts notionnels, les plus-values sur action. Donc on parlait dans le cadre du tax shift, le CDNV disait il faut taxer les plus-values sur action. Voilà, tout ça, pas question d'y toucher. Bon, les plus-values sur action, on a fait une toute petite mesure, mais qui va rapporter pratiquement rien, parce que l'essentiel des plus-values ne seront pas visées. Voilà, ça c'était le quatrième axe avec des mesures, voilà, les intérêts notionnels,
néo-monnaie, mais il y a des choses comme l'excess profit ruling, hein, une mesure assez étonnante qui profite spécialement aux multinationales, hein, et qui d'après moi d'ailleurs, la façon dont le service des décisions anticipées, vous voyez ce que c'est le service des décisions anticipées, c'est le service belge du ruling, et le ruling c'est ce qui était à la base du scandale du LuxLeaks, hein, c'est-à-dire c'est des arrangements fiscaux sur mesure, hein, une multinationale vient frapper à la porte et dire voilà, moi j'ai un montage fiscal qui est comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? On peut admettre ça? Ouais, on va le mettre. Et évidemment, c'est les Big Four qui viennent défendre les intérêts des multinationales et ils ont leurs entrées dans ce service. Voilà, ça c'est le ruling. L'excess profit ruling, c'est un ruling particulier, mais qui est prévu expressément dans la loi belge et qui permet de détaxer. C'est un peu sur la question des prix de transfert, mais ça permet de détaxer une société en Belgique d'un groupe multinational si on taxe de la même manière la filiale à l'étranger avec laquelle elle fait des transactions. Sauf que le service du ruling, malgré ce que dit la loi, ne regarde pas si la filiale étrangère est taxée ou non. Elle détaxe en Belgique et peu importe ce qui se passe de l'autre côté. Alors, selon moi, quand je lis la loi, c'est assez clair qu'il faut qu'il y ait le mouvement dans les deux sens. Et c'est un filon dans lequel toutes les multinationales se sont engouffrées avec une opacité assez incroyable, d'ailleurs du service des décisions anticipées, qui légalement est tenu de publier ces décisions, mais qui, en matière d'excess profit ruling, ne les publie pas. En disant, oui, il y a un danger pour la position concurrentielle des pays, parce qu'ils pourraient exposer des secrets que les concurrents pourraient trouver à travers cette publication. Donc voilà, un motif bidon pour ne pas publier des décisions qui de toute façon sont anonymes. Hein. Mais même publier des décisions anonymes, ils ne sont pas. Voilà, ça c'est donc le quinquième acte. Cinquième acte, c'est un acte qui, on n'en parle peut-être pas assez, mais je pense qu'il y a un transfert, cet acte d'injustice fiscale, je dirais, c'est le transfert qu'il y a de plus en plus de la charge fiscale ou de la charge budgétaire sur les régions et les communes, qui sont de plus en plus étranglés financièrement, mais qui n'ont pas non plus toutes les capacités, notamment fiscales, qu'un État fédéral. Par exemple, il y a eu la discussion au niveau de la région wallonne d'un impôt sur la fortune. Évidemment, c'était un jeu du MR pour dire au PS, si vous voulez un impôt sur la fortune, ben, mettez-la au niveau de la région wallonne. Évidemment, c'est clair que ça n'a pas de sens de mettre ça au niveau des régions, et encore moins au niveau d'une commune, évidemment. Donc, c'est des choses qui ne sont pas faisables, mais effectivement, puisqu'on transfère de plus en plus les charges fiscales et les charges budgétaires, de dépenses budgétaires sur ces entités, eh bien, il y a comme ça un phénomène qui est un phénomène qui accroît les injustices fiscales et la concurrence fiscale aussi.